Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du 20h. Voici les titres. Magal de Kazou Radiab, la communauté mouride célèbre la naissance de Serigne Falilou Mbacké et fidèles et disciples de Serigne Fallou se retrouvent à Touba pour marquer ce jour d'un homme multidimensionnel dont vous verrez le portrait dans cette édition du 20h. La 142e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye se prépare. Les bâches occupent une place centrale dans la logistique pour le confort des pèlerins et la radio Jamalaï FM nous a grandement ouvert ses portes. Le Dakar de Médina Gounass se prépare aussi activement à côté approvisionnement en eau. Des instructions fermes sont données à l'Office des forages ruraux OFOR pour une distribution en quantité et en qualité. Et enfin, le môle 3 du port autonome de Dakar est en train de subir des travaux de réhabilitation. 22 milliards de francs CFA mobilisés par l'agence japonaise de coopération internationale, la JICA. Mais nous démarrons tout d'abord cette édition par la feuille d'audience du président de la République, son Excellence Macky Sall. L'expérience du Sénégal en matière de santé publique inspire la Sierra Leone, notamment la CMU. Le vice-président de la Sierra Leone est à Dakar, dans ce sens, à la tête d'une forte délégation reçue cet après-midi par le président Macky Sall. Dr Mohamed Julde Diallo a également félicité le Sénégal pour sa victoire à la Coupe d'Afrique des Nations, tout comme la présidence de l'Union africaine. Voici Julde Diallo à sa sortie d'audience. Je suis à la tête d'une très forte délégation qui comprend les ministres et les conseillers techniques. On est là au Sénégal dans le cadre de se inspirer l'expérience du Sénégal dans le domaine de la CMU, ça c'est la couverture maladie universelle. On a vu que depuis 2012, le Sénégal a réalisé un énorme progrès dans la matière. Par exemple, entre 2012, le couverture c'était à 20%. Aujourd'hui, c'était à 53,4%. On voit aussi, entre 2015 et 2022, le gouvernement sénégalais a dépensé 161 milliards de francs dans le couverture maladie. Ça montre à quel point la volonté politique est très importante pour la réussite des couvertures maladie universelle. À ce moment, la Sierra Leone est en train de relancer une assurance maladie. On est là pour inspirer comment le Sénégal gère à la fois la couverture maladie universelle, en même temps avec l'assurance maladie. Parce qu'aujourd'hui aussi, on a dit qu'il y a 3,5 millions de Sénégalais qui ont une mutuelle au niveau communautaire au Sénégal. D'abord, c'est échanger avec le président l'objectif de notre visite de travailler ici au Sénégal. On a évoqué beaucoup de choses dans les matières, surtout dans le domaine social. La réalisation, le Sénégal a fait dans le domaine de santé, l'infrastructure et l'éducation. Je voudrais profiter au nom de la Sierra Leone pour féliciter le Sénégal pour la victoire de Coupe d'Afrique. On est très fiers du Sénégal. La Sierra Leone vous félicite. En même temps, on voudrait féliciter aussi le président pour assumer la présidence de l'Union africaine. Le vice-président de la Sierra Leone, le docteur Mohamed Julde Diallo, reçu en audience par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Le projet de renforcement inclusif de la migration se concrétise à Kaolack. Le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur a procédé à l'inauguration du bureau d'accueil, d'orientation et de suivi. Claire Diop. Les locaux équipés sont réceptionnés. Kaolack dispose désormais d'un bureau d'accueil, d'orientation et de suivi BAOS. La réalisation rentre dans le cadre du projet d'accompagnement et d'insertion des candidats à l'immigration irrégulière dans le but de contribuer à élargir les opportunités des groupes vulnérables, Kaolack étant une région à fort impact migratoire. Ce bureau, comme son nom l'indique, est un dispositif extrêmement important dans notre politique migratoire par consistant à matérialiser sa territorialisation. Il est dit et clairement dit aux responsables BAOS et aux ARD de tenir compte des réalités du terrain, des spécificités des régions. Ce qui est valable à Kaolack peut-être ne l'est pas forcément à Sédhiou
ou à Matam. Donc c'est extrêmement important de tenir compte des spécificités des régions. Et c'est la raison pour laquelle, dans chaque région, naturellement, il y a ce qu'on appelle les cadres de concertation et de dialogue. Le BAOS de Kaolack est déjà fonctionnel avec une équipe dynamique. Un point focal est installé dans chaque département. La mission assignée sera d'aider à la réintégration, à l'accompagnement et au soutien psychologique des migrants de retour. Autre dispositif mis en place, des stratégies de sensibilisation et des sessions de formation pour les potentiels migrants. L'objectif in fine, c'est de faire en sorte que le migrant sénégalais de retour puisse trouver effectivement un cadre adéquat d'accueil, d'orientation, de réinsertion et de réintégration, et que les potentiels migrants également, qui malheureusement peuvent être attirés par les sirènes de l'Occident, puissent comprendre que réussir au Sénégal est bien possible. On peut réussir par la création d'entreprises, dans la mesure où on va lancer très prochainement des fonds nationaux, on appelle un projet national, mais en même temps aussi on appelle un projet régional consistant à outiller, accompagner ces migrants de retour qui portent ou bien qui sont porteurs de projets. Déjà, des fonds sont disponibles pour financer les projets structurants avec comme objectif fixé les jeunes dans les terroirs. L'initiative est du projet de renforcement de la gouvernance inclusive de la migration au Sénégal en vue d'améliorer la synergie migration et développement, projet qui est financé par l'Union européenne à hauteur de 9,5 millions d'euros. Une délégation du Parlement européen vient de séjourner à Dakar pendant 2 jours. C'est dans le sillage du suivi des projets de l'Union européenne. L'entreprise AKCN a en effet reçu les députés qui ont constaté les résultats obtenus dans le fonds fiduciaire d'urgence. Dame Silla. Cette visite de la délégation des députés du Parlement européen de la Commission des budgets a permis de constater les résultats obtenus des projets financés par l'Union européenne dans le cadre des fonds fiduciaires d'urgence. Un tour à AKCN, une entreprise spécialisée dans la transformation des produits locaux, a permis de voir l'impact des projets financés par l'UE au Sénégal. Nous sommes venus sur place pour renforcer ce partenariat et surtout pour voir sur le terrain comment les projets qui se développent en partenariat avec nous sont en train de se développer, comment ils évoluent, les résultats prévus, si on attend tous ces résultats et finalement quelles sont aussi les difficultés, parce que nous savons aussi qu'il y a toujours des difficultés pour développer ce type de projet. AKCN a connu un marasme économique à cause de la pandémie à Covid-19. Pour éviter de tomber en faillite, l'entreprise a sollicité l'Union européenne. Cette dernière l'a accordé un financement via le PASPET, programme de lutte contre la migration irrégulière à travers l'appui au secteur privé et à la création d'emplois au Sénégal. Ça nous a redonné vie, ça a servi à pouvoir payer également les salaires, racheter de la matière première et faire la production solidaire, parce que ce contrat que nous avions eu à signer pour ce financement, à l'intérieur, il fallait dédier 20% de ce fonds, qui était de 30 000 € à la production solidaire. Nous allons continuer à mettre cette création d'opportunités pour la jeunesse, pour les jeunes femmes et les jeunes hommes du Sénégal, absolument au cœur de notre partenariat. Et je parle ici pour l'Union européenne, mais je parle pour toute la Team Europe. Vous l'avez entendu, au cours des dernières semaines, nous avons eu beaucoup de visiteurs de très haut niveau. La présidente de la Commission européenne, accompagnée de 5 commissaires européens, est venue à Dakar quelques jours avant le sommet pour rappeler la centralité de cet enjeu jeunesse. Les actions du Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique visent la création d'opportunités économiques et d'emplois. Les parlementaires européens ont profité de cette visite pour échanger avec les bénéficiaires et porter un regard sur les résultats déjà obtenus. Les ménages vulnérables du département de Kanel ont reçu des kits alimentaires venant du Fonds de solidarité nationale. C'est en réponse aux fortes inondations intervenues l'année dernière dans la région de Matam et qui avaient fortement impacté les populations. Au total, ce sont 494 kits qui seront remis aux bénéficiaires. Fatima Tabanelba. Les ménages vulnérables du département de Kanel ont été fortement impactés par les inondations de l'année dernière. Au moins 3000 personnes sont victimes de ces inondations, dont la première vague a été soulagée, voire secourue par l'État du Sénégal. Les personnes restantes viennent de recevoir un appui à travers le Fonds de solidarité nationale. Une première étape a été déroulée au mois d'août avec le ministre Samba Ndiobé Ka
où certains ménages ont déjà pu bénéficier de cet appui. Aujourd'hui, nous venons compléter cet appui avec un lot de 474 kits destinés à la commune de Kanel. Ce kit est composé de 50 kg de riz, de 10 kg de sucre et de 10 litres d'huile que les autorités saoudiennes ont bien voulu mettre à la disposition de leur peuple ami qui est le Sénégal. L'approche communautaire a permis de répertorier l'ensemble des victimes des inondations pour leur donner cet appui qui va sans doute les soulager. Les populations de Kanel saluent ce geste de portée sociale. L'État du Sénégal, un État empathique, un État qui assiste quand il y a ces genres de catastrophes, mais également un État qui est au service et qui prend en charge les préoccupations des populations. On le sait, le département de Kanel fut durement éprouvé par les inondations de l'année dernière et en son temps, le gouvernement du Sénégal avait répondu favorablement. Le préfet nous a beaucoup soutenus durant les inondations. Cette aide va beaucoup soulager les pères de famille que nous sommes. Nous apprécions vraiment ce geste. En plus, nous tenons à remercier vivement notre préfet qui ne ménage aucun effort pour réconforter les populations. Ces dons vont nous servir car nous sommes des nécessiteux. Que les donateurs en soient remerciés. Le préfet de la localité rassure que tous les bénéficiaires recevront leur kit alimentaire composé de riz, d'huile et de sucre. À plus de 7 mois après leur lancement, les travaux de la route du Dandé-Mayo Sud et de l'aéroport de Ourossogui avancent à grands pas. Le gouverneur de la région de Matam, qui effectue une visite de chantier, a cependant déploré les lenteurs notées sur le chantier du marché aux poissons à Bachirba. Des engins en activité, une infrastructure qui prend forme. Nous sommes sur la route du Dandé-Mayo Sud. Ce linéaire de 136 km va désenclaver ces villages de Matam à Dembankane. Plusieurs mois après le lancement des travaux, le rythme d'évolution est satisfaisant. Concernant donc la route du Dandé-Mayo, la partie sud a déjà démarré et sur le terrain, on s'est rendu compte de cet avancement donc, des travaux. Donc les travaux préliminaires sont en cours et véritablement il s'agit à la fin donc, de ces travaux préliminaires de passer à la pose donc, des couches structurelles. Autre infrastructure en chantier, l'aéroport de Ourossogui. Ici, on peut voir cette étendue de terre bien aménagée où seul le bitume manque pour permettre à des avions de se poser. Au niveau donc de l'aéroport également de Ourossogui, les choses évoluent très bien parce qu'on a trouvé donc des travaux très en avance relativement donc à la piste d'atterrissage. Et présentement, donc, pratiquement, il ne reste plus qu'à poser le bitume. Et on a espoir que d'ici fin mars, on terminera donc cette piste-là. La seule fausse note de cette tournée, le chantier du grand marché aux poissons. L'autorité administrative s'est entretenue avec les responsables pour accélérer les travaux. Avec la fin des travaux donc, du marché central aux poissons, il sera possible donc, d'obtenir ou bien de disposer de produits halieutiques frais au niveau donc, de la région de Matam. Les difficultés liées à l'accès à l'eau sur le site de l'aéroport ainsi que la présence de lignes haute tension ont été soulevées. Des inquiétudes légitimes, mais qui sont prises en compte, rassure Mohamedou Mokhtar Ouatt. 22 milliards de francs CFA, c'est ce que vont coûter les travaux de réhabilitation du môle 3 du port autonome de Dakar par l'agence japonaise de coopération internationale, la JICA. Et par conséquent, le volume du trafic portuaire entre le Sénégal et le Mali va sensiblement augmenter. Dame Silla. Les secteurs d'intervention du Japon au Sénégal sont multiples et variés. Au port autonome de Dakar, le gouvernement japonais, à travers la JICA, a entièrement financé la réhabilitation des postes 31 et 32 du môle 3 à hauteur de 22 milliards de francs CFA non remboursables. Le môle 3, en tant qu'infrastructure, est dédié au trafic avec le Mali et donc qui était arrivé un peu à un état de dégradation qui ralentissait un peu l'acheminement des marchandises. C'est dans ce cadre que la JICA a accepté d'accompagner le gouvernement du Sénégal et à travers le gouvernement du Sénégal, le port autonome de Dakar. Le projet vise à améliorer les conditions d'exploitation et va anticiper sur l'augmentation du trafic. Il va aussi permettre d'étendre et de faciliter la logistique pour le Mali, tout en contribuant à la croissance durable du Sénégal et au renforcement de sa connectivité. La particularité de ce projet, c'est que c'est un quai qui est fait en pale planche, c'est-à-dire
on fait un quai par planche, on met des aciers qui servent d'interface entre l'eau et le béton. Maintenant, ces pales planches, d'habitude, c'est des plaques qu'on voyait. Mais aujourd'hui, la nouveauté, c'est que ce sont des tubes qui servent de pales planches. La réhabilitation du Môle 3 permettra d'accueillir des navires d'une capacité de 35 000 tonnes, ce qui permettra d'accroître à terme le volume de trafic qui va passer de 800 000 à 1 200 000 tonnes. Ce projet, donc toutes ces zones que vous voyez, est dédié principalement au trafic malien. Donc, c'est composé donc du quai, d'un hangar que vous apercevez là-bas de 2000 m². Il y a aussi les surfaces que vous voyez, ce sont des routes et des terre-pleins. Des terre-pleins, ce sont des surfaces de stockage. C'est ça la quintessence du projet. Construit dans les années 60, le Môle 3 du port autonome de Dakar est une plaque tournante régionale de la logistique acheminant le fret du Sénégal au Mali. Avec sa réhabilitation, les échanges entre les deux pays seront plus fructueux. Et à présent, je vous fais lecture de ce communiqué du CNRA. Le 24 février 2022, Walf TV a failli à sa responsabilité en laissant M. Lamine Sall tenir des propos très dangereux pour la cohésion sociale et le maintien de la vie en société. L'invité, qui s'est illustré dans des propos aux antipodes de ses valeurs, n'a été ni recadré ni interrompu par l'animateur de l'émission Dîner avec Diamono. Le communiqué rendu public par le média condamnant les propos irresponsables de l'invité et s'insurgeant contre un tel discours et dans lequel le groupe de presse présente ses excuses à la communauté catholique n'enlève rien à la faute commise par Walf TV. La dite faute a entraîné une plainte officielle de l'archidiocèse de Dakar. Le CNRA, après avoir visionné l'émission, a constaté des manquements inacceptables à la réglementation. Selon le cahier des charges relatif à l'établissement et ou l'exploitation d'un service de télévision privé commercial. S'agissant des émissions réalisées en direct, le concessionnaire prend toutes les mesures appropriées pour conserver en permanence ou, le cas échéant, pour rétablir instantanément la maîtrise de l'antenne avec l'article 9.3. Le concessionnaire veille en particulier à ne pas diffuser des propos ou contenus de nature à constituer une menace sur la stabilité nationale et la cohésion sociale, notamment ceux susceptibles d'entraîner ou de provoquer une confrontation entre les religions, les confréries ou les communautés dans son article 12. Le concessionnaire doit veiller à ne pas diffuser des propos incitant à l'intolérance, à la stigmatisation, à l'exclusion et à la marginalisation. Article 12. Lorsqu'une émission est consacrée à une personne, notamment aux figures emblématiques des religions et aux confréries, ou comporte des références à ces dernières, elle ne doit contenir aucun passage de nature à discréditer, attaquer ou dénigrer de manière explicite ou implicite les autres religions, confréries ou personnes qui les incarnent ou qui s'identifient à elles. Le CNRA, conformément à sa mission de veiller au respect de la réglementation applicable à la communication audiovisuelle et après en avoir délibéré en séance du 28 février 2022, met en demeure Walf TV de prendre les mesures appropriées pour mettre un terme définitif à de pareils manquements et à observer une application stricte de la réglementation. Présentée notamment dans le prochain numéro de l'émission Dîner avec Diamono, ses excuses à la communauté catholique et aux Sénégalais. Il est notifié à Walf TV la présente mise en demeure dont le non-respect exposerait le groupe de presse aux sanctions prévues par la loi. La mise en demeure est publiée partout où besoin sera. L'Assemblée du CNRA à M. Cheikh Mohamedou Hafiz Niass, administrateur du groupe Walfadjri. Je vous le disais en titre, la communauté mouride célèbre ce lundi la naissance du deuxième khalife général des mourides, Serigne Fallou Mbacké. Né en 1888 à Darussalam, il a occupé le khalifa en 1945 jusqu'à son rappel à Dieu en 1968. Serigne Fallou Mbacké a achevé les travaux de la grande mosquée de Touba et a dirigé la prière, son portrait avec Abibou Mbaye.
Quand Cheikh Ahmadou Bamba fut informé de la naissance de Serigne Fallou, son fils, en 1888 à Darussalam, au 28e jour du mois lunaire de Rajab, il aurait vivement exprimé toute sa gratitude à son Seigneur en disant que si ce nouvel hôte n'était pas apparu dans sa famille, il se serait mis à sa recherche pour aller le retrouver où qu'il puisse être. Mais fort heureusement, Serigne Fallou Mbacké sera ce fils de Cheikh Ahmadou Bamba qui s'est signalé dès le bas âge comme un être d'exception. La naissance de ce fils de Sokhna Awa Bousso a une signification pleine de miséricorde, parce que coïncidant avec le voyage nocturne Al-Isra et l'ascension vers le ciel, ou Al-Miraj, du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en compagnie de Seydina Djibril, alayhi salatu wassalam, ou l'ange Gabriel. Voyage nocturne au terme duquel le prophète Mohammed ramènera le rituel des 5 prières fondamentales de l'islam. C'est avec une aisance surprenante que Serigne Fallou se consacrera à l'apprentissage du Saint-Coran à l'âge de 8 ans, sous la férule de Serigne Dame Abdourahmane Lo. C'est auprès de son oncle paternel, Serigne Mame Mor Diarra, qu'il va apprendre la théologie. Quant aux sciences religieuses, c'est son vénéré père qui s'en chargera à son retour d'exil. Serigne Fallou considérait Serigne Touba non seulement comme un père, mais aussi un maître avec une soumission sans faille. Cela s'est confirmé lorsque Cheikh Ahmadou Bamba s'adressait à ses disciples en ces termes, je le cite, « Je ne suis ni le père, ni le frère, encore moins l'oncle d'aucun d'entre vous. Je suis une créature vouée au service exclusif de Dieu et de son prophète. » Et Serigne Fallou de répondre, « Je vous vends mon rang de fils pour acquérir la gloire d'être votre talibé, disciple. » C'est ainsi que de 1945 à 1968, Serigne Fallou s'est engagé corps et âme dans la poursuite des travaux de la grande mosquée de Touba. Il aura l'insigne honneur de procéder à son inauguration le 7 juin 1963 et d'y diriger la première prière. Le fondateur des villages de Nindi, Touba Bogo Alieu, était crédité du don de Dieu de voir se réaliser toutes les prières qu'il formulait, en atteste son surnom de Borom Naam Mouam. Et cette proximité avec son Seigneur faisait de lui un être trop sollicité par les disciples, les autorités politiques et religieuses de son époque. Le Magal de Kazu Rajab, célébré chaque année à Touba, et l'affluence des disciples témoignent de la dimension spirituelle de Serigne Fallou Mbacké. Voilà, et concernant toujours la célébration du Magal de Kazu Rajab et la cérémonie officielle, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Abibou Mbaye. Et l'appel de Seydina Limamou Laye, la 142e édition, se prépare aussi activement. Nos reporters se sont rendus à Cambérène. La localité abrite le mausolée de Seydina Issa Rouhou Laye, un site présenté par Maman Moussagna. Le mausolée de Cambérène est un site très visité en période d'appel de Seydina Limamou Laye. Les fidèles affluent. Ici repose Seydina Issa Rouhou Laye, le vénéré qui a très tôt ciblé cet espace pour s'y implanter. C'est ici qu'on a enterré Seydina Issa Rouhou Laye et ses fils, Seydina Abdullahi, Seydatouna Mam Adama Séni Laye, Chérif Ousseynou Laye, Mouhamadou Dout Laye Séni Laye et ses petits-fils, Chérif Massar Laye, Chérif Cheikh Tidiane, Chérif Malik Laye, Sokhna Khady Laye et d'autres. Et très attirant, toute l'année, les fidèles l'entretiennent. En direction de l'appel de cette année, le site finit son toilettage et attend de nombreux visiteurs. Comme vous le voyez à Yoff, les mausolées sont toujours à côté de la mer. Le lieu saint ouvre grandement ses portes aux fidèles pendant l'appel. Seulement, ces fidèles sont invités à soigner leur comportement. Si vous êtes une fille, il faut être voilé. Il faut être voilé. Si vous êtes un garçon, il faut être correct et avoir l'ablution avant d'entrer ici. Au premier jour de l'appel de Seydina Limamou Laye, des milliers de fidèles fréquentent le site de Cambérène. Les mesures de sécurité sont renforcées, de même que celles sanitaires en cette période de coronavirus.
Et en marge de la 142e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye, la radio Jamalaye FM nous a offert ses portes, une occasion de découvrir les émissions proposées à ses auditeurs, une visite guidée dans la radio communautaire La Haine avec Abdouad et Fatou Diouf. Depuis plus d'une décennie, la radio Jamalaye FM est au service de l'éducation islamique telle que dispensée par le guide de La Haine, Seydina Limamoulaye Al-Mahdi. À partir de 2011, nous avons obtenu la fréquence définitive qui nous a permis de pouvoir animer des émissions de manière régulière. La voix du Jamalaye FM émet sur la fréquence 92.3. Gérée par le groupement central La Haine, cette radio communautaire vise une large diffusion de la parole du Mahdi grâce à des émissions thématiques taillées sur mesure. S'il n'y avait pas cette radio, on n'aurait pas l'opportunité véritablement de faire entendre aux talibés et même à d'autres, parce qu'il est arrivé des gens qui ne sont pas laïens de naissance et qui, à travers l'attention portée à cette antenne, sont devenus laïens parce que convaincus. Notre émission a pour titre Febaru Jamono, c'est-à-dire les mots de notre époque. Comme enseigné par la religion, il n'y a pas de problème sans solution. Le Coran l'a rapporté, de même que les hadiths ou encore les saints hommes. Des gens nous disent que tu as sauvé notre mariage ou tu m'as remis sur le droit chemin. On s'est juste inscrit sur le chemin de la vérité où tout le monde se retrouve. En marge de la célébration de la 142e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye, les 4 et 5 mars, la radio a pris toutes les dispositions pour une couverture à tous les niveaux. Pratiquement 2 mois, ou parfois un peu plus de 2 mois avant l'événement, nous animons nos émissions dans le sens de l'anniversaire de l'appel. En plus de la bande FM, la radio Jamalaye FM est présente sur le digital et les réseaux sociaux. Une ouverture qui lui vaut des motifs de satisfaction dans la diaspora. Et toujours pour la célébration de l'appel de Seydina Limamoulaye, les bâches occupent une place primordiale dans la logistique. Pour cette année, la surface couverte est estimée à près de 32 000 m² entre Cambérène, Yoff et Ngor. Et c'est pour assurer le confort des fidèles. Reportage de Amadou Diallo et de Fatoumata Savané. Jamalaye, il est 13h passé de quelques minutes. La place a déjà entamé sa métamorphose pour accueillir convenablement les pèlerins. Les bâches dominent le décor. Quand on prend le matériel dès les premiers jours, on procède par installation, site par site. On commence par Yoff d'abord, ensuite Cambérène et enfin Ngor. Ici à Yoff, on a pu installer 150 bâches, ce qui est à Cambérène une bonne centaine et à Ngor également. Ce qui représente une surface couverte totale de presque 30 000 à 32 000 m². L'heure est aussi aux innovations afin de moderniser les bâches utilisées. Comme vous pourrez l'apercevoir là, derrière vous, par exemple, il y a ce modèle-là qu'on veut instaurer. Bon, pratiquement, c'est avec le Covid que le projet a été un peu plombé quand même. On a attendu la fin du Covid pour redémarrer le projet. Mais ultérieurement, peut-être dans les années à venir, on va moderniser, par exemple. Le matériel requis est déjà sur place pour le bon déroulement de cette 142e appel de Seydina Limamoulaye. Au moment où je vous parle, tout le matériel est disponible. Nous sommes sereins car l'État a tenu tous ses engagements. Nous prions pour que tout se déroule bien par la grâce de Dieu. Les techniciens font également de leur mieux pour être dans les délais. C'est un peu difficile, mais ça va quand même, alhamdoulilah, ça vaut le prix. Les travaux sont déjà finis, il nous reste tout simplement de finir certains détails. Avec l'installation, chambrer les structures. Si ça termine aussi, on pose la scène et les jeux de décor encore. Ngor, Yoff, Cambérène se prépare activement. Le 142e appel de Seydina Limamoulaye est prévu vendredi.
Et pour notre événement religieux, l'État du Sénégal a donné des instructions fermes pour mettre les pèlerins du Dakar de Médina Gounass donc dans les meilleures conditions. Le directeur général de l'OFOR a déployé ses équipes depuis plusieurs jours au niveau du site religieux. Cette année, le liquide précieux sera en quantité et en qualité suffisante. L'équipe technique de l'Office des forages ruraux avait reçu les félicitations du comité d'organisation du Dakar de Médina Gounass l'année dernière. Cette année, le directeur général s'engage à réaliser un réseau additionnel de 15 km, en plus des 7 déjà existants. Nous avons pu mettre en place un nouveau forage, la réhabilitation également de 2 châteaux d'eau et également 15 km de réseau qui sont en cours de déploiement. Les levées topographiques ont été déjà faites. Et ce qui est rassurant dans la ville, c'est que le nouveau forage qu'on a terminé sera réinjecté, en tout cas dans le réseau, avant la tenue du Dakar. Donc, nous sommes rassurés, nous avons pu faire le compte-rendu au Khalif, qui a beaucoup prié pour nous, également pour le ministre de l'eau et de l'assainissement et pour le président Macky Sall. Pour réussir le programme Un foyer, un point d'eau, la production, le stockage et la distribution seront renforcés grâce aux nombreux châteaux d'eau mis en place. Pour ce qui concerne le réseau, on a vu sur le terrain que c'est terminé, qu'il ne reste que le raccordement par rapport au forage. Vous avez vu également qu'au niveau du site de Médina Gounass, c'est que des remises à niveau. Du Dakar, c'est que des remises à niveau. Des remises à niveau sur quelques équipements que nous avons amenés avec nous. Un bon Dakar et que tout se passe très bien, que Dieu puisse exaucer nos prières, parce qu'il s'agit de ça. On n'est pas là par hasard, c'est un lieu qui, nous l'avons entendu tout à l'heure, qui est rempli de bonté, et le Khalif l'a lui-même rappelé en nous donnant toute l'histoire dans la construction de cette ville-là, qui est faite de bonté. À 72 heures du Dakar de Médina Gounass, tous les travaux seront livrés. Et des équipements de renfort comme des pompes à eau et des citernes seront fonctionnels. Voilà le Dakar de Médina Gounass qui se prépare activement. D'autres aspects de l'actualité santé, 175 médecins de 13 pays. La 5e promotion de la faculté de médecine de l'UCAD vient de terminer un véritable parcours de combattant baptisé professeur Moussa Seydi. La promo a pour parrain professeur Ibrahim Ka. Les 2 maîtres ont encouragé les nouveaux médecins à exercer leur art consciencieusement. Trouver un emploi ne devrait pas poser de problème, selon le ministère de la Santé, Oumar Diawa. Sous le regard attendri de familles, de proches et d'amis, une représentation, pas du malade imaginaire par des comédiens, mais de vrais médecins sur les planches du théâtre. Le parcours de l'étudiant en médecine est réputé et connu pénible, difficile, et ne laisse passer que les plus teigneux, les plus courageux, surtout celles et ceux qui font preuve d'endurance, de patience et de persévérance. Le parrain de la promotion 2021 est professeur Ibrahim Ka, chirurgien généraliste à Grand Yoff, directeur du Centre national d'oncologie en cours de construction. Pour le maître, l'acquisition de la science médicale est derrière ces impétrants. Désormais, il vous reste à pratiquer l'art médical au niveau de nos différents hôpitaux pour soulager nos patients. Ces jeunes blouses blanches ont eu un parcours laborieux et cet instant récréatif n'est qu'une ponctuation dans leur vie. C'est un bonheur, une joie et une fierté de venir se regrouper aujourd'hui pour fêter cette année de dur labeur, cette année de travail acharné. Au milieu des invités, d'anciens pensionnaires de la faculté, dont professeur Moussa Seydi, la promotion 2021 porte son nom, lui qui a tant œuvré dans la riposte anti-Covid. Mon nom apparaît assez souvent, mais je ne me considère pas comme étant la personne qui a le plus travaillé. C'est un travail d'équipe. Un triomphe modeste pour ce spécialiste qui a contribué à la formation de ces médecins et de bien d'autres. Après la fête, il faudra bien penser à se caser. Le diplôme est important, mais ce que nous devons en faire est beaucoup plus important. Un professionnel ne peut pas chômer. S'il sait sur quoi il est formé, s'il sait sur quoi il est attendu, le champ est largement ouvert et votre gouvernement va vous accompagner. Les perspectives d'emploi semblent ouvertes en ce moment avec la réception de plusieurs infrastructures modernes de santé. Une autre étape va commencer,
la lutte permanente contre la maladie et pour le mieux-être. Et nous en venons à la situation du jour sur la pandémie de Covid-19. Les cas revenus positifs aujourd'hui sont au nombre de 17. Le point de situation avec le docteur Babacar Gueye, directeur de la lutte contre la maladie. Sur 1353 tests réalisés, 17 cas ont été déclarés positifs, soit un taux de positivité de 1,25%. Il s'agit d'un cas contact suivi par nos services et de 16 cas issus de la transmission communautaire répartis ainsi qu'il suit. 12 à Dakar, 2 à Rufisque, 1 à Pikine et un dernier cas à Popenguine. 9 patients suivis ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. 2 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun cas de décès n'a été enregistré le dimanche 27 février 2022. À ce jour, le nombre total de personnes vaccinées est de 1 447 562. L'actualité internationale avec la guerre Ukraine-Russie qui continue sur plusieurs fronts. Mais d'abord, les négociations entamées en Biélorussie n'ont pas donné de résultats. Sur le champ de bataille, l'élan se resserre sur Kiev, les taux se resserrent sur Kiev, la capitale ukrainienne entourée par des chars russes tient bon. Mais pour combien de temps, Moussa Mané? Russes et Ukrainiens ont promis de se rencontrer dans un deuxième round, une prochaine réunion qui aura lieu dans quelques jours. Car la première qui a eu lieu aujourd'hui s'est achevée sans une grande avancée. À l'issue de la rencontre, les deux parties retournent dans leur capitale pour consultation, selon l'agence d'État biélorusse. Pendant ce temps, la diplomatie continue de chercher une issue à ce conflit. Le président français Emmanuel Macron a échangé aujourd'hui avec les présidents russes et ukrainiens. Vladimir Poutine a confirmé sa volonté de s'engager à sécuriser les axes routiers et de cesser les bombardements. Sur le front économique, des banques russes n'auront plus accès au système SWIFT, un système utilisé dans le monde entier pour les transactions financières. D'autre part, l'Union européenne a décidé aussi de geler des comptes bancaires des oligarques russes en Europe. Ces mesures sont-elles susceptibles de produire des effets immédiats? Pas sûr selon des experts économiques, car la Banque centrale russe détient des réserves de change très importantes, l'équivalent de 600 milliards de dollars qui permettraient de compenser pendant plusieurs mois les éventuelles pertes de devises liées aux hydrocarbures. Sur le champ de bataille, Vladimir Poutine est-il en train d'appliquer la théorie de l'art de la guerre en usant de la ruse, la mobilité, entre autres? Il a demandé aux militaires d'activer la force de dissuasion, un bouclier de défense mis en place pour prévenir toute attaque extérieure. Pendant ce temps, les chars russes sont aux abords de Kiev, attendant sûrement un éventuel ordre pour envahir la capitale. Des bombardements sont aussi notés dans la ville de Kharkiv, deuxième ville ukrainienne. Depuis le déclenchement de l'offensive, les services du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont dénombré quelques 500 000 réfugiés venant de l'Ukraine dans les pays limitrophes, dont 281 000 pour la Pologne. Et retour à l'actualité nationale sport, la Fédération sénégalaise de canoë-kayak et aviron a reçu un important lot de bateaux en fibre de verre accompagnés d'équipements complets. C'est le fruit d'un partenariat en direction des Jeux olympiques de la jeunesse. La Fédération sénégalaise de canoë-kayak et aviron ne pouvait pas mieux rêver avec le partenaire des Jeux olympiques de la jeunesse. Embarcation motorisée pour accompagner les jeunes en direction des Jeux olympiques de 2026, le groupe CFAO n'a pas fait les choses à moitié. Des bateaux pour assurer la sécurité des athlètes, des encadreurs, mais aussi d'autres techniciens. Un bijou qui est venu à point nommé le directeur général sur le sens de cette cérémonie. Sentiment de fierté parce que on a lancé donc cette usine de production de pirogues en fibre de verre il y a 3-4 ans. Et on pense qu'il était temps de passer à une étape aussi d'aide, de support de la fédération de canoë-kayak et d'aviron. Dans le cadre, comme vous le disiez, des Jeux olympiques de la jeunesse qui aura lieu donc, au Sénégal, à Dakar en 2026. Et donc nous sommes très très fiers de pouvoir participer, je dirais, à l'accompagnement de la fédération pour faire évoluer de jeunes sportifs qui vont nous ramener des coupes. Un des temps forts, après les moteurs hors bord, la remise symbolique des pagaies à l'Union sportive de Ouakam. La Fédération sénégalaise de canoë-kayak et aviron a beaucoup apprécié ce partenariat.
Nous avons jugé en tout cas de les rapprocher, de voir comment saisir cette opportunité, surtout en perspective de ces Jeux. Alors, qui dit le canoë, c'est l'activité sur le fleuve ou en tout cas sur la mer. Nous avons besoin de toute façon l'aspect sécuritaire et surtout le transport, parce qu'il a dit tout à l'heure, on a besoin par exemple de les transporter. Nous avons besoin aussi en tout cas d'intervenir au cas où en tout cas s'il y a problème de sécurité pour nos jeunes. Je suis très content en fait de venir ici représenter le Comité national olympique et venir transmettre en fait le message de félicitations à la Fédération sénégalaise de canoë-kayak et aussi un message de remerciement de notre président Mamadou Diagne et pour ce partenariat entre CFAO et la Fédération sénégalaise de canoë-kayak et aviron. Ce don vient en son heure parce qu'aujourd'hui, qui parle de compétition parle de sécurité. Et la sécurité des athlètes est très très importante. Aujourd'hui, si on veut gagner des médailles, c'est l'équipement. Équipement de qualité, équipement de pointe. Et ce que vient de montrer en fait la CFAO, de donner en fait ce bateau en fibre à la Fédération sénégalaise de canoë-kayak, qui va leur permettre en fait de booster aussi la performance des athlètes. Un des partenaires institutionnels de la Fédération, le Comité national olympique et sportif sénégalais était bien représenté. Le canoë-kayak est aviron sénégalais, l'une des meilleures fédérations du Sénégal en termes de titres de champion d'Afrique et vice-champion d'Afrique, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La deuxième édition du Casa-Cross a vécu 216 km de course à vélo dans les 3 départements de Ziguinchor avec des cyclistes venus de la sous-région de la France. Casa Sport vise aussi à promouvoir la destination Casamance. Abdoulaye Sinkare. C'est au rythme du comité Allez Casa que le peloton est accueilli à l'ancien bac. Le vainqueur du jour, c'est lui, Sidi Adiata, avec le dossard numéro 9. Tout a commencé vers les coups de 16 heures à la place Jean-Paul II. Des cyclistes venus de la Guinée-Bissau, de la Gambie et de la France, aux côtés de leurs homologues sénégalais au départ de cette deuxième étape du Casa Tour. Direction Adéane, à une 40aine de kilomètres de Ziguinchor. Sur une route alternant l'asphalte et le pavé, les coureurs ne se sont pas fait de cadeaux, tout en contemplant les beaux paysages. Au retour d'Adéane, un circuit fermé à l'intérieur de Ziguinchor avant l'arrivée à l'ancien bac. Le premier à franchir la ligne, c'est Sidi Adiata, venu du Cap Skirring. C'est une grande fierté pour notre club et une grande fierté pour mes coéquipiers. Tout ça, c'est grâce à mon coéquipier, surtout à mes collègues. Il y avait Vincent, René et Dimouna, avec Denis aussi, notre coach. Le Casa Tour en est à sa deuxième édition, mais le vélo a toujours fait partie du quotidien des populations. En Casamance notamment, tous les jeunes naissent avec connaissance de vélo. Parce qu'à partir de 12 ans déjà, la plupart des jeunes, ils partent à l'école avec des vélos. Mais malheureusement, on n'a pas professionnalisé ce domaine, comme quoi que ça peut être un des domaines qui est aussi qui peut promouvoir des champions. Donc ce qui fait que on pratique du vélo, mais c'est pour aller dans les boutiques. Et nous, on est venus aujourd'hui pour au moins amener des valeurs ajoutées à cela. Avec ce tour, la destination Casamance tient un nouveau levier pour sa promotion. Au-delà de cette promotion de la destination, il est en train de faire aussi la consolidation de la paix, la promotion de la paix, parce que là où le cycliste passe, on a tendance de voir que ces zones doivent être en sécurité, parce que le cycliste est en contact direct avec l'environnement. Donc ce qui fait que ça rassure les populations, ça rassure les gens qui sont de l'extérieur. La Casamance, il y a des paysages qui sont très beaux, donc il y a aussi des architectures extraordinaires. C'est cela qui fait la promotion d'une destination. Les 3 étapes qui se sont déroulées à Bignona, Ziguinchor et Oussouye font un total de 216 km. À l'arrivée du Cap Skirring, le maillot jaune est porté par Vincent Aldebert, un ancien champion de France suivi de Saliou Contador du Sénégal et de Sadio Cissé de la Gambie. Et nous évoquons les éliminatoires de la Coupe du Monde de basket. La deuxième fenêtre Zone Afrique s'est déroulée ce week-end au Dakar Arena. Les Lions du Sénégal, leader du groupe D, après avoir battu le Kenya 100-55, terminent en beauté. Le compte-rendu de François Sec. 3e sortie des Lions du basket, 2e victoire face au Kenya.
Poussés par les supporters, les Lions n'ont pas fait dans la dentelle. Ils se sont imposés pendant tout le match et ont ainsi leur ticket pour la 3e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde de basket, prévue en juin 2022. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.